Bonjour, aujourd'hui il sera question de Bretagne et ses beaux paysages, mais aussi du fameux maté argentin. Nous écouterons Sophie qui nous racontera l'histoire de sa migration étudiante entre la Bretagne, sa région d'origine, et l'Argentine, son pays d'adoption. Bonjour Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de pouvoir t'entendre et de t'avoir pour cet épisode du podcast aujourd'hui. Bonjour Hamza, mais c'est avec plaisir. Merci de me recevoir. Oui, merci à toi en tout cas. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, tu es originaire de Bretagne, dans le nord-ouest de la France. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la Bretagne et en particulier l'endroit où tu as grandi? Est-ce que tu peux nous faire part de tes souvenirs d'enfance là-bas aussi? Alors, quelle question? Parce que la Bretagne, attention, s'il y en a d'autres qui m'écoutent d'autres coins de la France, je vais dire quand même que c'est une des plus belles régions de la France. C'est vraiment un endroit magnifique, il y a plein de paysages, autant la mer, la côte, ceux qui habitent sur la côte. Bon, moi, je suis née à Concarneau, donc c'est vraiment une ville sur la côte, sur la mer presque. Et il y a aussi beaucoup de forêts, de toutes sortes de paysages, vraiment beaucoup d'histoires. Et j'aime beaucoup le côté nature de la Bretagne, mais aussi parce que les gens sont connus pour être assez aimables en Bretagne. Et ça, c'est très agréable. Dans ma ville de Concarneau, il y a un petit château fort, donc ça s'appelle la Ville Close, très touristique. Et puis un jour, on y était parce que mon père, il avait l'habitude de faire des sketchs pour les gens là-bas par rapport à ce qui est l'évangélisation. Et puis on était à l'entrée de la Ville Close. Et puis il y avait un endroit où en pente, enfin c'était pour faire descendre les bateaux. Donc tu as la mer qui arrivait, les vagues. Avec ma sœur, on jouait à un jeu, ma grande sœur Claudia, si elle m'écoute, elle se rappellera aussi. Et on jouait à ce que une de nous deux s'agrippait sur le rebord du mur et quand les vagues partaient, quand la marée descendait vite fait les vagues, elle me disait allez saute. Et là on sautait, on atterrissait sur le sol sec. Et du coup on jouait à ça toutes les deux. Et puis à un moment elle me dit allez saute c'est bon. Et moi toute euh, sûre voilà qu'elle continuait bien le jeu, je saute et là je me retrouve dans l'eau, je tombe dans l'eau. Elle m'avait fait une blague pourrie. Elle m'avait fait sauter quand les vagues étaient bien hautes et du coup là j'étais trempée. Heureusement c'était l'été, donc j'ai dû on a dû me raccompagner. On n'était pas loin, on avait close, on habite à 5 minutes, donc voilà on a dû me ramener trempée à la maison pour me changer. En tout cas, donc Bretagne, une région où on peut être mouillé. Tu es parti en Argentine, très loin Oui, de la Bretagne, à l'âge de 19 ans et tu y es resté pendant 18 ans. ouais. J'imagine que ça, tu ne l'avais pas anticipé en quittant la France. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-bas? Peut-être des choses ou des habitudes qui sont très différentes de la France. Ah oui, alors oui, en effet, j'ai passé mon bac ici en France et après je suis partie pour faire des études théologiques pour étudier la Bible pendant 3 ans en Argentine. Et là, j'ai rencontré celui qui est actuellement mon époux, mon mari. Donc évidemment, la première année, vraiment, on avait à cœur de s'installer en France dès le départ. Et parce qu'en plus, mon père venait de décéder, donc l'idée c'était de revenir pour aider ma mère par rapport à l'église et tout ça. Mais c'était incroyable comme le Seigneur a fermé les portes. Et à un moment donné, on pensait vraiment à y retourner, c'était en 2010. Et cette année-là, il y a la crise économique en Europe. Et maman m'a dit, bah, attends, restez en Argentine jusqu'à ce que cette crise passe, parce que si vous venez, vous n'allez pas trouver de boulot, c'est vraiment la crise, ça va être difficile, donc attendez. Et ce mot attendez, en fait, s'est converti en 18 ans, sans le Waouh! vouloir, hein, parce que, ouais, on a commencé à fonder notre famille là-bas, on a eu nos enfants, on a commencé à faire nos études là-bas, à travailler là-bas, donc petit à petit, en fait, on s'est tellement enraciné en Argentine qu'on pensait même plus du tout aller vivre en France. Et ce que j'ai plus aimé là-bas, bah, écoute, c'est la culture. Vraiment, c'est une culture, pardon, très solaire. Les gens, et la facilité de rencontrer des personnes.
avec cette boisson, bah, justement que je suis en train de boire tout en répondant à tes questions, le maté argentin. Si vous en avez entendu parler, rien qu'avec Griezmann, le joueur de football français est toujours avec son maté parce qu'il a appris ça des Argentins. Et bah, cette boisson typique, c'est vraiment l'excuse en fait pour connaître des gens, pour se faire des amis, pour faire des rencontres. En Argentine, c'est pas possible d'être seul. Tu as toujours du monde chez toi ou alors tu vas chez les uns, chez les autres. Enfin, bien sûr, pas toute la journée, sinon tu travailles jamais, mais c'est une culture vraiment très ouverte. Vraiment, moi, je suis tombée amoureuse de cette culture argentine. J'ai beaucoup aimé. Et très différent de la France, bah, cette culture même, quoi. Je veux dire, la France, en général, c'est une culture un peu plus, comment dire, un peu plus fermée, entre guillemets. C'est pas la même chose. L'Amérique du Sud, c'est vraiment différent. Et aussi, bah, les repas, la nourriture, ça m'a manqué, hein, le fromage français quand même. Le vin français, le fromage français, les parfums, tout ça, ça on trouve pas là-bas, c'est sûr. Mais voilà, une grosse différence avec la France. Ouais. Hmm. Ah oui, j'essaye d'imaginer et puis de d'apprécier aussi le maté à distance, hein. Merci. Tu en veux un? Ah bah oui, envoie-le-moi, tiens. Tiens. Alors, merci. En Argentine, Sophie, tu as poursuivi des études universitaires. Tu parlais tout à l'heure de, oui, vous avez fait des études avec ton mari. Toi, tu as poursuivi des études universitaires. Et la Oui, langue des études, c'était l'espagnol, bien évidemment. C'est la langue de oui. l'Argentine. Alors, comment est-ce que tu as fait ton choix dans un système académique bien différent du système français? Et comment se sont passées tes années d'études là-bas? Alors oui, en effet, quand je suis arrivée en Argentine, bah, premièrement, je ne savais pas parler l'espagnol, même si je l'avais appris au collège en France, mais c'était vraiment différent d'arriver dans le pays et d'un coup de devoir le parler. Donc, le fait d'être dans le pays m'a beaucoup aidé, l'immersion. Et du coup, comme je suis arrivée un mois avant de commencer ce parcours d'études théologiques, ça m'a beaucoup aidé pour déjà commencer à le parler avec des gens autour de moi. Et puis ensuite, après mes 3 ans d'études, et quand on s'est marié, après avec mon mari, j'ai décidé de poursuivre des études pour devenir prof d'anglais. Donc là, j'ai choisi donc une université qui était tout près de chez nous. J'avais la possibilité d'étudier pour être prof de français, comme c'est ma première langue, mais l'endroit se trouvait vraiment très loin. À cette époque-là, on n'avait pas du tout de voiture. Donc, vraiment par commodité par rapport à ça, j'ai choisi ces études-là d'anglais. Et en fait, c'est vraiment différent parce que déjà en Argentine, le système te permet d'étudier vraiment à ton rythme. C'est-à-dire que ma première année où il y avait, je crois 12 matières dans une année d'études, par exemple, je l'ai fait toutes d'un coup. Mais après, je suis tombée enceinte de notre premier garçon, donc j'ai fait une pause. La deuxième année, j'ai pas étudié parce que j'étais avec mon nouveau-né. Et ensuite, j'ai repris mes études et du coup, là, au lieu de faire 12 matières par an, j'en ai fait que la moitié, donc 6. Donc, ma deuxième année, je l'ai fait en 2 ans, en fait. Après, je suis tombée enceinte de notre deuxième fille, Abigail, et j'ai continué comme ça, en fait. Donc, les 4 ans d'études se sont transformés en 9 ans d'études, pas pour la quantité d'études, mais vraiment parce qu'ils te permettent de faire à ton rythme. Et donc je me suis reçue de prof d'anglais. J'ai reçu mon diplôme en 2020, en pleine période de pandémie, de Covid, donc voilà. Mais dans un sens, c'est bien parce que ça m'a permis vraiment de continuer, de ne pas abandonner parce que si j'avais dû vraiment, faire mes 4 ans d'études avec, les enfants, je pense que là, oui, j'aurais pas pu continuer quoi, en tout cas à ce moment-là. Hmm. Ah oui, c'est un long parcours, parcours du Ah combattant. oui. Et en tout cas, tu as persévéré, bravo. Oui, Alors, merci. comment, oui, c'est vrai, hein. Comment tu as vu Jésus venir à ton aide, Sophie, dans les difficultés que tu as pu expérimenter pendant ce temps et comment est-ce que tu as nourri ta relation avec Jésus? Alors là, moi, j'ai envie de dire que c'était vraiment, un jour à la fois. Ça, c'est le mot-clé pour moi. Et déjà, le fait que mon mari aussi soit chrétien, il m'appuie énormément. Et puis, pendant ce temps aussi, en même temps que je faisais mes études, on avait commencé une œuvre, une fondation d'église en Argentine, à San Pedro. Et tous les week-ends, on était très investis, mais forcément, enfin,
avec les études plus ça, on a besoin, enfin, on peut pas continuer tout seul, donc on a besoin vraiment de chercher Dieu. Donc ça a été vraiment dans ma relation personnelle chaque jour de mettre un temps à part, même avec les études. Des fois, je me rappelle, mon mari, par exemple, il partait très tôt travailler vers 5h30 du matin. Ben, je restais éveillée parce que je savais que si je continuais de dormir, j'allais pas pouvoir avoir ce temps avec le Seigneur qui était vraiment précieux pour moi, en sachant tout ce qui m'attendait après dans les études et tout ça. Donc, c'était un temps que je mettais à part pour bah, parler avec Dieu et me fortifier vraiment dans sa parole. Et puis aussi, bien sûr, ce qui était un pilier pour moi durant toutes ces années, c'est, l'église, quoi, la communion avec les frères et sœurs, l'encouragement. Là-bas, ce que j'aimais beaucoup, c'est que comme on habitait dans un petit village, avant de déménager à San Pedro, là, on a fait la fondation, la plantation d'église. Avant, on habitait à Lima, le petit village et du coup, tous les chrétiens vivaient, vraiment à côté les uns des autres et on se visitait beaucoup. Il y avait beaucoup de communion la semaine, beaucoup d'encouragement et ça, c'est ce qui m'a vraiment soutenue tout au long de cette période, quoi. Hmm. Ouais, c'est vrai, la communion, le soutien des frères et sœurs. Merci Ah beaucoup. oui. Alors maintenant, on va faire un grand saut dans le temps et même dans l'espace. Quelques années après tes études à l'université, toi et ton mari, vous avez été conduits et convaincus que le temps était venu de retourner en France l'an passé. C'est un retour pour Ouais, toi, hein, parce que tu as vécu en France, mais pour ton mari et vos trois enfants, la France, il n'y avait jamais vécu. Comment est-ce que ouais. vous êtes arrivé à cette conviction et comment s'est passé le processus de retour en France? Ah ouais, ça, c'est vraiment la question, ah là là. Alors, écoute, c'était tout un processus parce que quand on était en pleine pandémie en Argentine, déjà, on commençait à penser qu'il était temps pour nous de quitter l'Argentine. Pas forcément pour retourner en France, mais peut-être oui en France, mais pendant la France, ça aurait été comme un espèce de tremplin pour, enfin, on pensait beaucoup aux groupes ethniques, aux nations où l'évangile n'était pas encore arrivé. Donc, vraiment, on a commencé vraiment à penser à plusieurs endroits différents. Et c'est là que mon mari a commencé à étudier de près l'île Maurice, je me rappelle. Il m'en parlait beaucoup. Il était à fond sur ce projet-là. Et en même temps, moi, ça me faisait peur parce que je me disais, ouais, mais moi, en fait, en Argentine, je suis trop bien là-bas, je veux pas quitter mon église. On a tellement de communion si précieuse avec l'église. Avec les filles d'église, on avait un super groupe aussi, on faisait des rencontres. Et en fait, je voulais aussi prendre ce pas de foi, de quitter l'Argentine pour continuer de servir le Seigneur là où lui allait nous appeler. Mais en même temps, ça me faisait vraiment peur. Donc, je voulais plus trop en parler. Je me rappelle, j'essayais d'éviter le thème, mais tout en priant chacun de son côté pour ça. Et en fait, ça c'était en 2020, hein, en plein pandémie, quand on a commencé à vraiment évaluer cette possibilité-là. Et en fait, on avait déjà parlé avec l'équipe de travail avec laquelle on travaillait au sein de l'église que nous, en 2024, si Dieu le permet, on part de l'Argentine. Donc, c'est quelque chose qui s'y attendait parce que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, même si moi ça me faisait peur, parce que ça impliquait laisser tout ce qu'on avait construit en Argentine. C'était vraiment, voilà, immense comme décision. Mais ensuite, ça a été un peu changer nos motivations dans le sens que je suis tombée enceinte de notre dernière petite fille, donc la troisième et dernière, j'espère la dernière bien sûr, Lara, qui a maintenant 2 ans et demi. Et en fait, l'arrivée de Lara a tout chamboulé parce que j'ai eu, cette possibilité en 2023 d'aller en France pendant juste 4 mois, hein, mais c'était dans le but d'accoucher de Lara et d'être avec ma mère pendant ce temps, que ma mère soit présente à une de mes grossesses, de me rapprocher de ma mère. Et pendant ces 4 mois en France, vraiment, cette conviction qu'en fait notre temps en Argentine s'était, écoulé, que voilà, on avait accompli un temps, ça s'est vraiment imprégné très fort en moi. Et quand mon mari est venu me rejoindre les 2 derniers mois, donc pour la naissance de Lara, je lui ai partagé vraiment ce que je ressentais. Il me disait que lui, c'était la même chose, mais du coup, on s'est mis d'accord de prier pour ça, avant de prendre, cette décision parce que, enfin, c'était toujours notre plan de partir, mais là, ça devenait différent. Moi, je sentais vraiment cette envie que mes enfants connaissent la culture française, l'éducation française, qu'ils se perfectionnent par rapport à la langue française, parce que même si moi, je leur parlais en français depuis qu'ils sont nés. Ils avaient du mal à le pratiquer avec moi à la maison parce que bien sûr, ils étaient constamment, avec la langue espagnole
Donc c'était difficile de maintenir cette discipline de parler français à la maison en Argentine. Donc vraiment pour moi et pour mon mari, c'était, ça comme motivation maintenant. Je veux dire de venir en France pour notre famille premièrement, par rapport à la famille, mais tout en gardant le projet, 1er projet, disons, de dire: «Seigneur, si tu nous ouvres les portes pour aller en France, pour s'établir en France, nous, on veut continuer de te servir avec ce projet qu'on a dans notre cœur», vraiment que ce soit des réfugiés, que ce soit des voilà, des étrangers quoi, des personnes qui ne te connaissent pas. On savait qu'en France, il y avait beaucoup aussi de réfugiés donc et voilà, donc ça a été vraiment pour nous ce poids-là, cette décision et Hmm. ouais, donc voilà. Mais ça a Oui, été tout un merci. processus, hein. Mais avant de continuer, pardon, et ce qui a été aussi très déclencheur parce qu'en Argentine, comme je disais, j'avais des craintes par rapport à laisser l'Argentine. C'était vraiment devenu mon pays, de cœur, quoi et ce qui m'a durant ce processus, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est, le film, je sais pas si tu connais un qui s'appelle en anglais The Foolishness of God, la folie de Dieu et en espagnol La locura de Dios. C'est un film que je vous recommande. Ceux qui m'écoutent, il est impressionnant. En fait, c'est un film documentaire. Et moi, quand je l'ai revu avec mon mari durant ce processus de décision, c'est ce qui m'a aidé à mettre à sceller cette décision, dire c'est bon. Si je suis pas prête de quitter ma zone de confort, quand est-ce que je le ferai? Parce que dans ce film, tu vois une famille qui part des États-Unis pour, servir Dieu en Afrique et principalement, lui, durant tout sa péripétie, leur voyage missionnaire, leur vie missionnaire, il veut répondre à une question, si Jésus est vraiment réel dans ces pays où, l'évangile est interdit. Et en fait, c'est extraordinaire parce que tout au long du film, il répond à cette question et cette phrase qu'il répète souvent: «Sans crucifixion, il n'y a pas de résurrection. Sans crucifixion, il n'y a pas de résurrection» et pour moi, c'est ce qui me touche encore aujourd'hui et parce que c'est vrai, si on n'est pas prêt à mourir à soi-même, à prendre ces grandes décisions, on ne verra pas, la gloire de Dieu, quoi, tout ce que Dieu en réserve pour nous et pour son royaume principalement. Merci beaucoup. C'est vraiment encourageant, ce témoignage que Mmh. tu nous partages. Alors, maintenant, donc pour toi, tu es de retour en France, Sophie. Tu Oui. exerces le métier que tu exerçais peut-être déjà en Argentine, de professeur de langue dans un collège. Ton mari travaille dans une entreprise privée. À côté de ses activités professionnelles, vous êtes engagé dans le ministère parmi les étudiants internationaux à Nantes. Tout Mmh. à l'heure, tu nous parlais de réfugiés. En fait, ce sont vers les étudiants internationaux que Ouais. Dieu vous envoie. Vous avez rencontré des étudiants de tous les continents l'année passée. Ça serait intéressant de voir comment votre histoire euh, peut aider d'autres ou a pu aider d'autres à comprendre qui est Jésus. D'abord parce que toi, par exemple, tu parles plusieurs langues, c'est pratique pour nouer Mmh. des relations avec une diversité de personnes du monde entier. Mais aussi, il y a certainement d'autres aspects, et ça j'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Sophie, s'il te plaît? Oui, alors, bien sûr, du coup, comme tu disais bien, c'est vrai que nous, dans un premier temps, on disait: «Seigneur, envoie-nous là où il y a un besoin», que ce soit réfugié ou quoi que ce soit et quand on était dans cette décision, j'en ai parlé à ma sœur Claudia et son mari Oli qui ont leur église à Nantes et ils nous ont parlé de ce ministère incroyable, auprès des étudiants internationaux et nous, on s'est dit: «Waouh, mais ça, c'est ce qu'on rêve, en fait, de faire partie de quelque chose comme ça». Vraiment pour, pouvoir, contacter des personnes qui viennent des pays tellement loin que si on voudrait y aller, ça nous prendrait tellement de temps, ce serait tellement impossible pour nous, humainement parlant, non? Mais là, de les avoir si près, ce contact avec eux, c'est tout simplement incroyable. On a eu déjà, l'opportunité de participer à différents ateliers donc réalisés chez les responsables, des ateliers de cuisine, des ateliers de classe de français avec ces étudiants. Et ça a été tout simplement génial pour nous. D'abord, moi, je pensais pas qu'on allait rencontrer beaucoup d'étudiants latinos d'Amérique du Sud, spécialement la Colombie. Bon, il y a de tout, on a rencontré même d'Argentine. Donc c'était une grande surprise et ça, c'était chouette de pouvoir, tout de suite communiquer en espagnol. Mais aussi des étudiants de pays de l'Est comme l'Inde, la Chine, des endroits où
où l'évangile est c'est difficile que l'évangile enfin, soit librement proclamé là-bas et ça nous fait tellement du bien au cœur de dire waouh, on a l'occasion de parler avec eux, d'échanger aussi avec eux de leur raconter notre témoignage, notre vie, ce que Dieu a fait avec nous et de les voir si ouverts aussi. Vraiment, on a pu aussi participer à des camps avec eux et puis ça a été vraiment incroyable de pouvoir mieux les connaître et pouvoir leur parler librement de Jésus. Ça, c'est, je crois, ce qui remplit plus le cœur de joie. Oui, oui, j'imagine, absolument. Alors, ton histoire de vie, Sophie, c'est un exemple qui inspire, vraiment, ça inspire parce que c'est une histoire qui nous parle de la nécessité de sortir de notre zone de confort à différents moments de la vie en réponse à l'appel de Dieu. Alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui essaye de connaître la prochaine étape ou de discerner la prochaine étape de sa vie? Pour donner un conseil à quelqu'un qui est dans enfin, dans cette même approche par rapport à prendre une décision si décisive, bah, d'abord, premièrement, on sait que c'est pas Dieu n'appelle pas tout le monde à changer le pays comme ça, mais ce que Dieu veut, je crois, c'est un cœur disposé. Et c'est ça vraiment la première chose, c'est avoir un cœur disposé à accepter n'importe quel appel venant du Seigneur, être disposé sans savoir. Moi, souvent, ça, notre vie avec mon mari, surtout ce pas gigantesque de foi de partir de l'Argentine pour arriver en France, souvent ça me faisait rappeler quand Dieu appelle Abraham et Abraham a répondu sans savoir où il allait. Même si nous, on savait qu'on allait en France, quelque part, on savait pas tout ce qui nous attendait vraiment. C'était un pas de foi parce qu'on savait pas là où on allait vivre, on savait pas le travail qu'on allait avoir, on ne savait pas dans quel ministère on allait continuer de servir Dieu. Donc vraiment, ça a été beaucoup de prières. On a vu le Seigneur nous ouvrir des portes de manière incroyable et on a répondu. Et au fur et à mesure qu'on vraiment prenait ce pas de foi, Dieu ouvrait les portes. C'était juste incroyable en fait. Et c'est très important d'être attentive à ce que Dieu montre. En fait, d'être attentive au feu vert ou feu rouge du Seigneur. Parce que même si on prie pour un pays, peut-être c'est pas le moment, peut-être c'est pas l'endroit, peut-être c'est pas le temps, et Dieu peut fermer des portes. Comme il a fait avec nous quand on voulait aller en France dès la première année de mariage, on voulait s'installer en France. On n'aurait pas connu ces 18 ans d'Argentine, on n'aurait pas connu ce que c'est implantation d'église en Argentine, et je remercie le Seigneur d'avoir fermé ces portes. Parce que quand il ferme une porte quelque part, c'est que il en ouvre d'autres. Et ça, enfin, c'est véritable. Et aussi, pour encourager, moi, j'ai un verset qui m'accompagne beaucoup. Bien sûr, c'est un verset à relire jour après jour parce que c'est quelque chose que jour après jour, il faut refaire, non? Quand Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et en lisant ce verset, ça me touche parce que c'est quelque chose que je sais que chaque jour je dois repenser. Aujourd'hui, à nouveau mourir à moi-même. Aujourd'hui, à nouveau vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour moi, jour après jour. Voilà, c'est vraiment ça ce que je voudrais laisser comme conseil à ceux qui essaient de connaître la prochaine étape dans leur vie. Un immense merci, Sophie, pour tout ce que tu as pu nous laisser. Avec C'est plaisir. vraiment très enrichissant de t'écouter. Ça donne envie aussi d'aller visiter l'Argentine et la Ah Bretagne. oui, exactement. Merci Et Hamza. merci. Allez, au revoir. Merci d'avoir passé ces instants avec nous. C'était le récit de Sophie dans le podcast Link Internationally. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, à le partager, à visiter notre site web. Merci pour votre écoute. Et on se dit à la semaine prochaine pour ceux qui parlent anglais. Nous aurons le plaisir d'écouter le récit de Tom du Vietnam qui a étudié en Australie. Et sinon, à dans 2 semaines pour le prochain épisode en français.